l'élection de Donald Trump n'est pas la même chose que l'élection de Kamala Harris. L'élection de Trump, elle bouscule des intérêts acquis. Trump, quand il était aux responsabilités, il n'a pas mis le feu au Moyen-Orient. Il n'a pas fait la guerre à l'Iran, il n'a pas embarqué le pays dans des chemins et des aventures que réclament certains faucons depuis bien longtemps. Un patriote français, pourquoi devrait-il se réjouir de la victoire d'un patriote américain ? Oui, j'entends parfois même les mêmes reproches, donc c'est très bien que je puisse aussi y répondre. Ça ne me rend pas et ça ne nous rend pas, je crois, dépendants ou soumis aux États-Unis que de s'intéresser à cette élection, pas du tout. Moi, je suis pour une France parfaitement indépendante, y compris face à des États-Unis dirigés par Donald Trump. Et il y a probablement des dossiers sur lesquels nous devrions être en confrontation avec Donald Trump. Donc ça ne me pose aucun problème, ça ne change en rien ma vue, ma doctrine sur le sujet. Simplement, il faut être très réaliste. L'élection de Donald Trump n'est pas la même chose que l'élection de Kamala Harris. Ce ne sont pas les mêmes réseaux au pouvoir, ce ne sont pas les mêmes politiques de fait. Il y a des permanences dans la politique américaine qui ne changeront pas, mais il y a quand même de vrais changements. Surtout à un moment où de grands enjeux mondiaux se posent à nous, comme celui de la guerre ou de la paix, comme celui de l'Ukraine notamment, comme celui des questions migratoires, des questions commerciales, des questions de liberté d'expression, de réseaux sociaux. Le réseau social X, les Français en profitent, mais il est américain. Donc ça a un impact aussi sur notre débat public. Donc tout ça, on ne peut pas l'évacuer. Et il est évident que l'ambiance mondiale change avec un Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est pas la même chose. Et ça change assez radicalement. Et surtout, ça nous donne à nous... moi, je veux le croire et je pense que c'est comme ça que ça va se produire. Ça met du baume au cœur et je crois que ça donne du courage pour le combat. Voilà. Du baume au cœur pour vous, mais il y en a qui pleurent de rage. Si je lis votre tweet qui m'a beaucoup amusé, donc vous avez fait un tweet en disant: ce soir, pleure de rage, les faucons et les fous de guerre, les covidistes, les corrompus de Big Pharma, les censeurs, les illuminés de l'OTAN, les dindes du libre-échange, les fact-checkers, ça c'est vrai, les ennemis des réseaux sociaux et d'un internet libre, les wokistes et immigrationnistes, les mondialistes et les européistes. Beaucoup qui pleurent là. Oui, beaucoup qui pleurent. Ouais. C'est ce que vous avez vu à la télévision française depuis des mois. Il était presque impossible de trouver une voix, ne serait-ce que neutre, sur Trump. Je veux dire, effectivement, les Français ne peuvent pas comprendre pourquoi les Américains ont élu aussi massivement Trump quand ils regardent les médias français. D'ailleurs, je les invite plutôt à se tourner vers les médias alternatifs comme les vôtres et vers les réseaux sociaux parce qu'ils y verront une information un peu plus libre et équilibrée. Parce que ça a été un déluge de propagande incroyable, ça continue d'ailleurs et ça continuera, on le sait bien. Et c'est vrai que l'élection de Trump, elle bouscule des intérêts acquis, un système. Parce que là, je fais la liste comme ça, je mets plein de points, on se dit c'est que des gens différents. Bon, il y en a plein qui cochent toutes les cases. Vous en prenez, ils sont ça, et ils ont toutes les raisons effectivement d'être tristes. Alors il y a une réaction, certains pourraient me dire non, les européistes au contraire, ils vont être contents. Parce que on en voit depuis hier quelques-uns dire ça va nous pousser à il faut que face à Trump on aille encore plus loin dans l'intégration européenne, il faut qu'on ait l'armée européenne, il faut l'Europe souveraine, etc. On a vu Pascal Canfin, on a vu Clément Beaune, on a vu Macron bien sûr. Mais même Jordan Bardella, vous avez repris sur Twitter, il a dit nous Français et Européens devons nous réarmer. C'était assez flagrant. Jordan Bardella a eu exactement les mêmes mots que Emmanuel Macron, strictement la même chose. Il faut une autonomie stratégique de l'Europe, etc. C'est-à-dire renoncer complètement à la France, à l'indépendance de la France. Mais en fait, les européistes, ils vont essayer de transformer l'Union européenne en une espèce de réduit totalitaire. Vous allez voir ça, je suis d'accord avec ce que disait l'invité avant moi, qui disait ils vont parler beaucoup de la régulation des médias, et pas que des médias, ils vont surtout parler de la régulation d'Internet et des réseaux sociaux. Totalement. Dans le sens de ce qu'on appelle régulation, c'est censure. C'est évident. Ils vont dire qu'il faut une Europe plus intégrée, qu'il faut aller vers la défense européenne, l'armée européenne, une Europe plus souveraine, c'est-à-dire moins de France, moins de démocratie, il faut plus s'embarrasser d'ailleurs de la démocratie, et qu'il faut aller vers effectivement une censure des réseaux sociaux accrue, parce qu'on a vu à quoi ça menait, etc. Ça va être leur tentation, c'est-à-dire une fuite en avant et transformer l'Union européenne en un réduit totalitaire. Et donc, notre moment Trump à nous, il s'appellera Frexit. Notre moment Trump, il ne s'appelle pas élection de l'un ou l'autre.
aujourd'hui dans un pays qui n'a aucune souveraineté, ça n'a aucun sens. Oui, mais Freddy, tu veux dire donc la France s'y retrouve seule, en tout cas en dehors de l'Union européenne. Est-ce que la France a encore les moyens aujourd'hui d'être seule face aux États-Unis ? Mais elle ne doit pas être seule, elle doit être libre. Le discours des autres, c'est de dire justement, il n'y a que l'Union européenne forte à 27, voire l'Europe de manière générale, qui pourra contrer les États-Unis et de l'autre côté les Brits. C'est-à-dire que là-dessus, l'Union européenne d'abord, ça n'est pas un pays, ça n'est pas un peuple. Donc vous ne créerez aucune. Vous savez, aujourd'hui, la dynamique du monde, c'est les BRICS et c'est Trump. Tout ça, ce sont des dynamiques nationales. Les BRICS, je suis désolé, c'est pas une grosse Union européenne pour le Sud. Ceux qui pensent ça n'ont rien compris, ça n'a rien à voir. C'est une coopération entre nations souveraines qui décident de rééquilibrer le monde, mais ce sont des nations. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, les pays qui toquent à la porte en Afrique et ailleurs, le Moyen-Orient, ce sont des nations. Trump, c'est l'idée nationale. Trump, c'était le candidat de la nation américaine. Kamala Harris, c'était la candidate de l'empire américain. Ça n'a strictement rien à voir. De l'empire américain. L'empire, c'est-à-dire la domination impériale et cette idée que l'empire ne peut exister, et comme tout empire dans l'histoire, ne peut survivre, parce que les empires finissent toujours par périr, que par la guerre. Et donc, tous les faucons, Dick Cheney, etc., étaient du côté de Kamala Harris. C'était la candidate de l'empire. C'est une vieille Amérique, en réalité. Trump, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas la guerre. Il veut pas la guerre permanente. Il veut même pas l'OTAN, etc. Il veut par contre America First. Et ça, c'est normal. Il veut que son peuple règle ses problèmes, soit mis en avant, et personne ne peut le lui reprocher. On devrait avoir exactement le même réflexe. Donc vous allez avoir ces européistes là, qui sont un peu des fossiles idéologiques, qui vont se retrouver pris en étau entre d'un côté la dynamique des BRICS, qui est une dynamique profondément nationale, de peuples qui veulent exister dans les affaires du monde, et de l'autre côté, la dynamique Trump avec la première puissance mondiale, les États-Unis. Donc, en réalité, ça n'a aucun sens. Ils pourront s'agiter tant qu'ils veulent, mais leur projet, il est fini, il est foutu, il est déjà terminé. Par contre, une France qui reprendrait la main, parce que si on comprend bien le vrai message de Trump, de l'élection de Trump, il l'a dit lui-même, c'est les premiers mots de son discours de victoire. Il a dit, les Français, aujourd'hui, on se souviendra de ce jour comme le jour où l'Amérique a repris le contrôle de son destin. C'est ça le vrai et profond message de l'élection de Trump. C'est la reprise, reprendre le contrôle, la reprise en main de son destin. Et en France, ça s'appelle le Frexit. Ça s'appelle sortir de ce qui nous tue. Et ce qui nous tue aujourd'hui, c'est même pas Macron, etc. Ça, ce sont des gouverneurs qui sont là pour appliquer une politique. C'est d'être dans une structure et tout un système qui nous empêche de régler nos problèmes. Qui fait que sur l'immigration, sur la réindustrialisation, sur nos pauvres agriculteurs qui vont reprendre le combat, donc l'agriculture, sur les questions de liberté d'expression, sur la santé, les services publics, tout ce que vous voulez, la sécurité, vous ne pouvez pas régler vos problèmes si vous n'êtes pas un pays souverain, ce qui normalement devrait être évident pour tout le monde, parce que c'est évident qu'on ne peut pas régler un problème si on n'a pas les outils pour les régler, mais ça va être encore plus évident après l'élection de Trump. Comme par exemple taxer les constructeurs automobiles américains, ce que j'ai vu, vous aviez aussi reproché à Macron d'aller courir tout de suite dans les jupes de Van der Leyen pour lui demander, s'il vous plaît, réimposer des amendes aux constructeurs automobiles. C'est-à-dire que hier, le gouvernement français a supplié Ursula von der Leyen de ne pas imposer d'amende à nos propres constructeurs automobiles, parce que nos constructeurs, Renault, PSA, Stellantis aujourd'hui, vont être taxés par l'Union européenne parce qu'ils produisent trop de CO2. Vous imaginez le niveau de folie de tout ça. On ne taxe pas l'importation des constructeurs automobiles américains, on ne taxe pas les... Ouais, ou chinois très peu, et encore transitoirement, et encore on ne sait pas si ça va durer parce que les Allemands ne sont pas d'accord. Le niveau de folie de tout ça, se tirer une balle dans le pied, voire dans la tête en permanence, sur des trucs, alors en plus la culpabilisation, on produit trop de CO2, etc., alors qu'on est quand même déjà, je veux dire, nous la France... Mais on n'est pas le pire pays sur cette consommation. Bien sûr, nous la France, on représente 0,9% des émissions mondiales de CO2, on est quand même un pays, si on nous faisait un peu confiance sur l'énergie qui pollue pas du tout, si on remettait un peu au centre nos barrages et notre nucléaire, et qu'on arrêtait cette folie du marché européen d'électricité, en plus on paierait beaucoup moins cher, et on va se tirer une balle dans une industrie automobile qui est déjà en train de mourir en France et sur le continent européen. Mais nous, on ne peut pas agir. On est obligé d'aller supplier Ursula von der Leyen en disant « S'il vous plaît, Madame la bourreau, encore un instant, ne taxez pas nos constructeurs automobiles. » Les Français vont réagir à ça parce que c'est quand même l'inverse du message de Trump. Trump, il dit, c'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Ce qui me paraît logique. Si les Français comprennent que c'est comme ça qu'ils pourront s'en sortir, alors on aura notre moment Trump. Florent Philippot, d'un point de vue international, l'arrivée, le retour de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, est-ce que c'est la fin de l'OTAN et est-ce que c'est la fin de la guerre en Ukraine ?
Fin de la guerre en Ukraine, je le souhaite. C'est ce qu'il a dit, hein. Oui, en un jour avec lui, le conflit serait réglé. Tout à fait. S'il tient ses promesses, et je pense qu'il va être obligé de le faire parce que c'est un point très important dans son programme, il va devoir arrêter. Alors, ça ne sera pas tout de suite parce que vous savez qu'il est en responsabilité le 20 janvier. À partir du 20 janvier. Il peut encore avoir des crasses là qui. C'est vrai qu'il faut le rappeler à nos auditeurs parce que c'est un peu différent en France et même d'autres pays d'Europe. Ça sera à partir du 20 janvier qui sera vraiment établi. Ça, il est président élu. Exactement. Voilà. Et puis on n'est pas à l'abri avec toutes les tentatives d'assassinat qu'il y a eu. Oui, il faut faire attention. Que Dieu le protège encore une fois. Qu'il fasse attention à sa sécurité, y compris pour Kennedy Jr., Elon Musk et tous ces lieutenants. Et puis, ils vont lui faire certainement quelques crasses. À mon avis, il y a quelques chèques là, qui vont être faits par Biden. Des ordres judiciaires aussi, peut-être. Celui qui tient la main de Biden, en tout cas, vers Zelensky. C'est évident. Hier, il y a une procureure qui a dit on ne va pas le lâcher. On ne s'attendait pas à ces résultats, donc on ne va pas le lâcher. Non, voilà, ils montrent leur vrai visage. C'est-à-dire qu'ils détestent la démocratie et la souveraineté populaire. En tout cas, quand il sera en responsabilité, il aura le Congrès pour lui, il n'y a pas de problème puisqu'il a gagné le Sénat. Il avait déjà la Chambre, en plus il l'a confirmé. Donc oui, il va arrêter le soutien à l'Ukraine, militaire et financier, ça je pense que c'est évident. Il va pousser à des négociations, je pense qu'il a des leviers pour le faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous ? Alors que pendant ce temps, entre parenthèses, à l'Assemblée nationale, pareil, vous critiquiez les députés qui appelaient, je crois, à la fin de la restriction de l'envoi d'armes, c'est ça ? Sur l'utilisation des armes. En gros, ça veut dire, hier, on a quand même des députés, parce que je l'ai mis, parce que le député à l'origine de cette proposition de résolution l'a tweeté hier. Comme une provocation. C'est des macronistes, il doit y avoir peut-être quelques lyotes aussi. Ce sont des vats en guerre. Alors, très bien, ils veulent aider l'Ukraine, qu'ils y aillent eux-mêmes. Qu'ils prennent leur petit pactage, leur petit casque, allez hop, dans le Donbass, qu'ils aillent faire mumuse à la guéguerre, si ça les amuse, mais qu'ils n'entraînent pas les Français dans leur folie. Eux, comme une provocation, ils déposent une résolution au moment où Trump est élu pour dire il faut que nous, Français, on lève les restrictions sur l'utilisation des armes. Ça veut dire en Ukraine, c'est-à-dire concrètement pouvoir frapper le sol russe. C'est-à-dire concrètement s'engager dans un chemin de Troisième Guerre mondiale. On va parler clair. Et continuer à nous ruiner au passage. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Les Américains vont arrêter d'envoyer des armes et de l'argent. Vous avez déjà ici des voix qui disent donc on va prendre le relais. Ah ouais ? Avec quelle arme et quel argent ? Et pour faire quoi ? Pour envoyer les fils de France, d'Allemagne, d'Italie, etc. Dans le Donbass. Bon, soyons sérieux. Donc cette affaire, elle doit s'arrêter, et elle va s'arrêter. Donc il y aura une négociation, on voit à peu près les termes de la négociation. C'est-à-dire que la Russie va retirer ses troupes, il faudra, on verra qui restera territorialement de l'Ukraine. Bon, mais ça sera l'objet de négociations, et il faudra prendre l'engagement que l'Ukraine évidemment ne rentre pas dans l'OTAN, si tant est que l'OTAN ait encore un avenir. Parce que ça aussi, les États-Unis, Trump n'est pas un chaud partisan de l'OTAN. Je ne sais pas s'il va retirer les États-Unis de l'OTAN. Ça, il l'a jamais dit très très clairement. En tout cas, il n'en fera pas une grande priorité. Si c'est le cas, c'est finito l'OTAN. L'OTAN c'est finito parce que les États-Unis c'est 70% de l'OTAN. Donc en réalité, Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Nous on va dire il faut une armée européenne. Oui, mais en même temps, tous les pays là qui veulent l'armée européenne, ils veulent tous en même temps l'OTAN. Il n'y en a aucun qui veut un truc indépendant. Et encore, une armée indépendante européenne, ça n'aurait en plus pas de sens et ce serait même dangereux parce qu'une armée qui n'est pas rattachée à un peuple, je trouve ça extrêmement dangereux. Et j'ai pas envie qu'Ursula von der Leyen soit chef de guerre, pour être clair. Donc tout ça n'a pas de sens. Alors ils parlent dans le vide, ils vont s'agiter là sur leur Europe souveraine. En plus, l'Allemagne tombe en crise politique. Le ministre des Finances a été limogé hier. Ils vont sûrement avoir des législatives au mois de mars anticipées. Donc Scholz est très affaibli. Mélanie parle avec son propre canal à Trump, mais elle préfère parler à Trump qu'à Macron, pareil pour Orban. Donc tout ça, voilà, ils vont s'agiter, ils vont faire les malins, mais en réalité, perdons pas de temps avec ces gens-là. Le vrai enseignement de l'élection de Trump, c'est reprendre le contrôle. Il faut que les Français se disent qu'ils doivent retrouver confiance en eux et dans leur pays, que s'ils veulent régler leurs grands problèmes, ils en ont marre de l'immigration massive, ils vont être jaloux de ce qui va se passer aux États-Unis, parce que les États-Unis, il va reprendre le contrôle. Il l'a dit d'ailleurs dès qu'il était sur scène. Là, nous aussi, on en a marre de l'immigration massive. Nous aussi, on a envie d'expulser qui on a envie, quand on veut, d'accueillir si on a envie, qui on veut ou pas, de retrouver nos frontières nationales, de retrouver la maîtrise de notre destin et d'arrêter de relocaliser des migrants dans toutes nos communes, etc. Ça n'est pas faisable en restant dans l'Union européenne. Ça n'est pas faisable en restant dans l'Union européenne. Il faut y ajouter d'ailleurs la CEDH. Pareil il va réindustrialiser, il va mettre des droits de douane. Alors on va faire quoi ? On va pleurnicher parce qu'il met des droits de douane, mais c'est bien son droit.
Mais nous, pourquoi on ne fait rien? Pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi nous, on ne fait pas du patriotisme économique, du patriotisme agricole? Pourquoi on va laisser Ursula négocier l'accord de libre-échange Mercosur, là, dans quelques jours, elle va le signer, qui va tuer nos paysans? Donc là, sur tous ces grands sujets. On va voir Kennedy qui va assainir la santé. Oui. Il a annoncé hier, je vais nettoyer le marais, le marécage, je vais chasser les corrompus. Le président Trump m'a donné 2 ans pour avoir des premiers résultats sur les maladies chroniques. C'est un énorme sujet aux États-Unis, le diabète, et puis le fentanyl, enfin toutes les ça c'est pas une maladie chronique, mais toutes les dépendances. On est en train de taxer le sucre en France. Oui, mais on taxe peut-être le sucre, mais on donne les clés à l'Agence européenne du médicament. Oui. Alors qu'on va pénaliser les gens sur leur achat au quotidien, parce que du sucre, il y en a un peu partout. Vous avez raison, il y en a fromage, trop. Faut le savoir. Vous avez raison, il y en a trop, mais c'est pas la taxe, à mon avis, qui fera c'est de reprendre la main aussi sur les filières alimentaires et sur la santé, et certainement pas donner les clés à l'Agence européenne du médicament, qui est une des plus corrompues du monde. Oui, mais il a des bons liens quand même diplomatiques, Donald Trump, avec beaucoup de chefs d'État européens. Il a eu 25 minutes Emmanuel Macron par téléphone hier. Je crois qu'il y avait von der Leyen. Ça se passe quand même correctement. Il inspire Giorgia Meloni, il inspire Viktor Orban. Finalement, c'est un bon allié pour les chefs d'État européens, Donald Trump. Bon, après... En tout cas, certains aimeraient s'en faire un allié. Macron, là... les 25 minutes, c'est Macron. Complètement virevolté, Macron. Il était plutôt soutien de Kamala Harris, on a le sentiment. Bien sûr, et je pense que Trump est dupe de rien. C'est pas Trump qui a dit on a eu 25 minutes de conversation, c'est Macron. Ouais, qui s'en félicite. En disant j'ai été un des premiers à l'avoir, on a eu 25 minutes d'excellents échanges. C'est marrant parce qu'il a fait ça, il a fait le coup pendant 4 ans quand Trump était président. Enfin, ils ont été 3 ans en même temps, entre 2017 et 2020. Et à chaque fois, il disait on a eu un superbe échange avec Donald. On s'adore. Et derrière, Donald disait c'est une mauviette. C'est quand même un terme qu'il a utilisé publiquement contre. Mais il n'est jamais tendre avec les chefs d'État. Vous savez, quand il les poustait comme ça, il l'humiliait en permanence. Non, il y a des chefs d'État qui le respectent. Il n'a jamais humilié Orban, je l'ai jamais vu humilier Orban, je l'ai jamais vu humilier Poutine. Elle n'était pas encore là, Giorgia Meloni, mais on imagine qu'il va... Oui, j'imagine. Je l'ai jamais vu humilier vous voyez, des chefs d'État, y compris Poutine, etc. Je pense que quand il humilie, c'est qu'il ne respecte pas beaucoup. Ouais. Kim Jong-un, il l'avait humilié en l'appelant Rocketman. Oui, c'est vrai. Mais pour le reste, non, mais Macron va fanfaronner, va faire le malin, va se croire le chef du monde libre, parce que j'ai vu quelques articles de presse disant ça va redonner de l'oxygène à Macron parce qu'il va incarner toutes les valeurs qui face à quoi? Face à 90% du monde, en fait. C'est-à-dire face à la dynamique des BRICS, maintenant Trump, il va rester quoi? Le réduit européiste plus le Canada de Trudeau. C'est ça notre avenir? Franchement, ça me donne pas envie. Ouais, quand même, quelque chose qui me frappe, c'est que d'un côté, Donald Trump, certes, est isolationniste, ce n'est pas un va-t-en guerre. De l'autre, il explique qu'on va rayer l'Iran de la carte si l'Iran nous pose problème. Il a quand même des espèces de pulsions. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction chez Trump? Et est-ce que finalement, il ne veut pas quand même premier gendarme du monde? Non, je crois pas. Oui, alors j'avais vu pourquoi ces déclarations? C'est un peu contradictoire. Sur l'Iran, il avait dit cela parce que il a dit ça, puis ensuite, en fin de campagne, il a dit je suis pour la paix sur terre. Il est allé voir dans des villes où il y avait beaucoup de musulmans, leur expliquant qu'il n'était pas là pour mettre de l'huile sur le feu au Moyen-Orient, etc. Qu'au contraire, il chercherait à dialoguer, à discuter avec tout le monde. Et surtout, il a prouvé qu'il n'était pas un va-t-en-guerre, puisqu'en 2019, quand il était président, il avait un conseiller à la défense intérieure, John Bolton, un vrai faucon, qui est aujourd'hui du côté de Kamala Harris, et qui lui conseillait de faire une guerre contre la Corée du Nord et contre l'Iran. Il avait refusé, il l'avait évincé, limogé. Donc, il a prouvé qu'il n'était pas sur cette ligne-là. Voilà. Après, aux États-Unis, le débat sur le Moyen-Orient n'est pas le même qu'en France. Il n'y a pas de... Si vous voulez, taper sur l'Iran, c'est rentable électoralement, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de débat idéologique, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on le fera en vrai. Ça ne veut pas dire qu'en vrai, il le fera. Il y a un lien avec ce supposé sionisme américain, d'ailleurs, qu'on attribuait tant à Kamala Harris qu'à Donald Trump, ce qui a coûté cher aussi à Kamala Harris dans cette élection, puisqu'on lui reprochait d'être beaucoup trop proche du peuple juif, de ne pas soutenir les civils jazaouis, de soutenir cette guerre à Gaza. Est-ce que ça a pu pêcher? Dans le débat politique américain électoral, il y a une espèce d'unanimité là-dessus. Il n'y a pas les débats pro-palestiniens, pro-israéliens, etc. aux États-Unis, mais il faut toujours regarder les faits derrière. Les faits derrière, c'est que Trump, quand il était aux responsabilités, il n'a pas mis le feu au Moyen-Orient.
Il n'a pas fait la guerre à l'Iran, il n'a pas embarqué le pays dans des chemins et des aventures que réclament certains faucons depuis bien longtemps. Vous savez, vous avez une déclaration d'Hillary Clinton en 2008 qui, elle, disait si je suis présidente un jour, Dieu merci, ça n'est pas arrivé, oui, on rayera l'Iran de la carte, etc. Alors ça peut faire fantasmer peut-être certains, mais enfin, c'est surtout extrêmement dangereux. Et puis surtout qu'aujourd'hui, l'Iran, n'oubliez pas que depuis le 1er janvier, l'Iran appartient aux BRICS. Donc elle est dans un système qui est quand même un système mondial, avec derrière la Chine, la Russie, etc. Donc je suis pas très, j'ai pas très envie, moi, qu'on mette le doigt dans cet engrenage. Oui. Florent Philippot, je voudrais revenir parce que vous avez évoqué les agriculteurs en colère, qui vont à nouveau redescendre sur nos routes. Et vous avez, oui, bien sûr, mais ça va arriver là d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. C'était il y a pile un an. Ça a commencé, je crois, en décembre 2022. Il y a l'accord du Mercosur aussi, là, vous l'avez cité, qui va être signé avec Von der Leyen. Finalement, Donald Trump, pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle pour nos agriculteurs à nous. C'est une mauvaise nouvelle si on réagit pas. Écoutez, alors, non mais c'est toujours pareil. Soit on est un pays de pleurnicheurs en regardant le monde qui se fait, en disant ils sont méchants, ils font du protectionnisme aux États-Unis, et puis ailleurs, et puis en Chine, et puis alors on fait quoi? On pleure et on n'est pas capable de réagir. C'est quoi cette castration? Enfin, je veux dire, c'est une castration nationale là. On va sortir de la castration nationale, je pense un jour, non? Enfin, je sais pas. Ou alors on est heureux d'être un pays de castrats et puis on va pleurer, c'est tout. Non. Nos agriculteurs doivent le voir comme une bonne nouvelle. Parce que, encore une fois, si ça remet au goût du jour l'idée de souveraineté alimentaire et de protectionnisme, alors ils en seront les premiers vainqueurs, à condition qu'on le mette en place. Si on voit le protectionnisme qui triomphe, on doit faire du protectionnisme. Et ils seront les bénéficiaires du protectionnisme. Nos agriculteurs, ils crèvent du fait qu'on laisse tous nos marchés ouverts et vous savez, les règles européennes, par exemple, non seulement elles font... C'est l'Europe qui gère notre commerce. Tout le reste, c'est de la rigolade. Le commerce est une compétence exclusive, c'est écrit comme ça dans les traités, de l'Union européenne. Donc on a encore un ministre du commerce, je me demande à quoi il sert, il n'a aucune compétence. Mais il n'y a pas que ça. Bon, je pense que seulement, même pas 5% de nos auditeurs doivent connaître le nom. Tellement ça... Mais il ne sert à rien. On peut le virer. Celle-là, on fera des économies. Bien sûr, mais la ministre de l'Agriculture, c'est pareil. Annie Genevard, on l'a pas. Je ne suis pas sûr qu'elle ait réagi là, sur l'élection de Donald Trump, mais on l'entend pas sur cette question. Mais de toute façon, elle n'a pas la main. Ouais. Mais vous savez, le pire, c'est que les Français, je ne sais pas s'ils sont bien réalisés, que même le ministre de l'Intérieur, en matière d'immigration, il n'a pas grand-chose à dire. Enfin, on nous a expliqué que, après les agriculteurs en colère, Gabriel Attal, sur sa petite botte de foin, Emmanuel Macron nous a expliqué qu'on reprenait la main. Non, mais qu'on ne se serait pas marché dessus par Von der Leyen. Ça a été au cœur de toute la campagne européenne l'année dernière, mais de Jordan Bardella à Manon Aubry. Nos paysans, libre-échange, dans les marchés publics, on a beaucoup parlé des cantines, etc. Le droit européen interdit de donner une priorité aux produits français dans les cantines. Voilà, on peut même pas faire du produit local, manger bien, etc. Tout ça, c'est bidon. On est envahi de poulets ukrainiens, dégoûtants, poulets brésiliens si ça se fait, bœuf aux hormones canadiens déjà, etc. Bon, et puis les nouveaux OGM, là, ça c'est la nouvelle folie aussi de l'Union européenne, les insectes, les larves et même la viande de synthèse, puisque l'Union européenne vient d'interdire à la Hongrie et à l'Italie elle a interdit d'interdire la viande de synthèse. Elle autorise à appeler des steaks végétaux steak, d'employer cette appellation. Ça, c'est encore autre chose. Effectivement, nous, on n'a pas le droit. En France, on disait que steak végétal, c'était pas un steak. Ça, on n'a plus le droit. On est obligé de mettre que c'est un steak. Mais c'est pire que ça, là. C'est la viande de synthèse. C'est pas du végétal, c'est que vous créez en laboratoire. Bill Gates a énormément investi là-dedans. Vous avez des cellules et vous créez du muscle en laboratoire, de la viande. Parce que c'est mieux pour le climat. Et donc, mais bon, c'est fait de manière un peu. C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même des agences qui ont dit attention, on fait un peu n'importe quoi. Et l'Italie avait dit nous on va interdire ça, c'était novembre dernier. La Hongrie a fait la même chose et là l'Union européenne a décidé d'interdire aux pays membres d'interdire ces viandes de synthèse. Bon, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce que je vous ai dit. Alors les paysans, moi je leur dis on va tous être avec vous, tous, parce que tous les Français on vous soutient, tous, c'est normal, c'est tellement vital. Mais il faut pas s'éparpiller. Il faut pas faire 40 blocages d'autoroutes ou de sous-préfectures, ça sert plus à rien tout ça. Il faut faire le blocus de Rungis. La clé, elle est là. C'est-à-dire affamer Paris. Ils ont déjà essayé. Non, ils ont essayé très peu. Bravo à ceux qui ont essayé. C'était la CR 47 essentiellement, les coordinations rurales de Lot-et-Garonne qui avaient envoyé son convoi. Ils sont partis 200 et sont arrivés 30, ce qui est déjà pas mal. Nous, on était allés les voir. Ils ont été mis en garde à vue. Moi, j'étais allé à Rungis et tout. Mais c'est pas 30 tracteurs qu'il faut, c'est 3000. Et puis des voitures de Français. Enfin, je veux dire, les Français soutiennent. On y va physiquement avec eux. Nous, on l'a fait. Un tracteur, 10 voitures. Affamer Paris.
Et c'est ça, je veux dire, là, vous n'avez pas un gouvernement qui tient 3 jours là-dessus. Hein. Et les là, restaurants, c'est fini. etc. Là, c'est les restaurants qui gueuleront, tout le monde. C'est ça la clé. Tout le monde le sait. Ils sont en panique sur Rungis. Vous avez un rapport qui a été remis à la mairie de Paris la semaine dernière qui dit on a 5 jours d'autonomie et on va même essayer de créer un Rungis 2 au nord de Paris pour se prévaloir, si jamais. Mais ça mettra 10 ans ou 15 ans. Donc, c'est ça, en fait. Et nos paysans, on vous soutient à fond, mais sur la modalité, je pense qu'il faut plus s'éparpiller. Il faut faire bloquer Rungis. Et 2, sur la revendication politique, arrêtez avec la FNSEA et tous ces traîtres. Ils vous baladent. Ce ne sont pas des paysans, ce sont des hommes d'affaires déguisés en paysans qui travaillent dans l'agrochimique. Vous êtes des vrais cultivateurs de la terre de France. Eh bien, défendez vos intérêts à vous. Et votre premier intérêt, c'est qu'on soit un pays souverain. Voilà. Et j'ai envie de dire, make French carrots great again. Juste un mot avant de conclure, je vais juste avoir j'ai juste une question, parce que pour juste suivre le côté agriculteur, mais de manière générale, les travailleurs de France. On a eu un youtubeur de gauche qui a réagi sur Twitter à l'élection de Donald Trump. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Alors, c'est... le gorille. Oui, alors non, mais c'est très intéressant parce que c'est un YouTuber qui est très présent sur X et qui a tendance à fasciser, extrémiser tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Totalement. Et ça, c'est un alors classique. Lui dit, je n'arrive toujours pas à comprendre les pauvres qui votent, déjà le mépris total de classe, ils gagnent des millions avec les YouTube. pauvres qui votent extrême droite. Pour moi, ces gens sont ou bêtes ou racistes. Il n'y a pas, alors mince, je change de. Il n'y a pas d'autre explication. Jamais l'extrême droite n'a aidé quelqu'un d'autre que les riches. C'est-à-dire que ils considèrent que Trump est d'extrême droite, et 2, qu'il y aurait que des pauvres qui voteraient pour Donald Trump. Et que des bêtes, et qui sont bêtes. Et qui sont pas pauvres, ils sont bêtes ou racistes. Ou racistes, c'est du même niveau que le journaliste de quotidien qui est étonné qu'un noir vote pas pour Kamala Harris, quoi. C'est ce non, mais il faut quand même voir ce que ça traduit, ce qu'ils ont dans le cerveau. T'es déçu. C'est d'un mépris. C'est eux qui communautarisent. Et finalement, qui est le raciste là-dedans ? Qui est celui qui vous assigne à une couleur de peau ou à une naissance, à un niveau social, etc., qui fait que vous ne pourriez pas réfléchir comme un citoyen. Bon, et en plus, son argument n'est pas validé par les faits. Les pauvres et de ça ont tenté. Ils ont tenté, Parti démocrate aux États-Unis, ils ont tenté en France, le Parti socialiste à un moment, etc. Ils y ont cru. Ça a amélioré leur vie, ça les a enrichis, ça a permis de lutter contre la désindustrialisation, bien au contraire. Donc je pense que les gens sont juste rationnels, ils tentent autre chose, ils ont bien raison. Mais c'est lié à la désinformation des médias, je voulais conclure là-dessus, sur le service public français qui a fait une campagne mais absolument diabolisante de Donald Trump, moi je regarde plus tout ça. Avec Kamala Harris, vous lisez Frontières, on a tenté d'être beaucoup plus objectif. Pourquoi les médias français ont été complaisants ? En fait, quel intérêt avait-il à être complaisant avec Kamala Harris ? Alors c'est par idéologie. D'abord, il faut pas chercher à midi à 14h, ils y croient vraiment. Enfin, je veux dire, vous voyez la sélection dans les écoles de journalistes, etc., c'est évident. Enfin, je veux dire, ils y croient. C'est leur système. Je pense qu'il y en a qui étaient vraiment en pleurs et pas bien. 2, c'est un système, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Pour ceux qui auraient des voix dissonantes, mais si vous avez tenté dans une rédaction, chaîne publique, il y a aussi quelques chaînes privées qui sont pas mal, vous tentez d'avoir une réaction pro-Trump, ne serait-ce que neutre, ne serait-ce que vous l'attaquez pas. Ne serait-ce que neutre, mais vous êtes mis hors antenne. Mais on a souvent discuté ensemble, mais c'était même le cas à l'époque où la Russie déclenche la guerre en Ukraine. Si vous tentiez d'avoir une opinion assez neutre, vous étiez tout de suite catalysé pro-russe. Et pendant le Covid. Pendant le Covid. Maintenant, il y en a quelques-uns qui font leur mea culpa ou qui disent ils font croire qu'ils ont toujours eu cette position. Non. Pendant le Covid, ils étaient les pires procureurs. Et donc, c'est tout. C'est toujours pareil. C'est une espèce de puissance là, du politiquement correct, plus des intérêts de carrière, ils ont peur, donc ils rentrent dans le moule. Et puis on peut y ajouter les financements de ces médias. Je suis désolé, mais c'est financé par l'État français, c'est financé par l'Union européenne, c'est financé par Gates, qui finance énormément les médias, qui a appelé à voter Harris. C'est financé par tous ces systèmes-là. Ils sont en partenariat avec Facebook sur le fact-checking. Enfin, ils sont tellement pris aussi dans des réseaux financiers et idéologiques qu'en réalité, c'est croire qu'il y a une libre information en France, c'est juste très drôle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont essayer de taper sur les réseaux sociaux, parce que là, ils ont vu que le vrai débat, il se faisait là. Et Trump a été le candidat de ces réseaux. Et Zuckerberg a tout de suite dit à Donald Trump qu'il souhaitait travailler avec lui. Oui, il n'aura plus le choix, le Zuckerberg, là. Parce que Trump l'a menacé de prison. Donc si vous voulez, je pense qu'il va être très doux, très gentil, un petit agneau. Non, mais ça va être très bien. Mais la réalité, c'est que Trump, il a été hyper moderne dans sa campagne par rapport à Kamala Harris. Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a fait très peu d'interviews d'abord, tardivement. Et elle a négocié ses questions avec MSNBC,
machin, et elle avait un chemin de fer avec ses éléments de langage, il fallait surtout pas en sortir, sinon vous voyez son propre prompteur, sinon sa cruchitude se voyait trop. Trump, lui, c'était Tucker Carlson, les médias indépendants, les médias alternatifs. Bien sûr qu'il a aussi fait des médias traditionnels, mais il a beaucoup misé sur cette nouvelle force. J'espère pas qu'il vienne chez Frontier un jour. Bah pourquoi pas. Dernière question avant de nous quitter, rien à voir avec Donald Trump, Florent Philippot, est-ce que vous avez acheté le livre de Jordan Bardella ? Il est sorti ? Il sort demain. Précommandé. Voilà, précommandé. Ah non, ça vous intéresse ? Tu connaissais bien Marine Le Pen. J'aime pas lire. Déjà, j'aime bien lire les auteurs qui écrivent leurs livres. Voilà, premièrement. A priori, il l'a écrit lui-même, Jordan Bardella. C'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est déjà pas mal alors. Qu'est-ce qu'il cherche, Jordan Bardella ? Je sais pas ce qu'il cherche, mais je pense qu'il cherche, vu sa réaction encore hier, il nous a fait du Macron dans sa réaction, et je pense qu'il cherche à normaliser complètement son parti, c'est-à-dire le macroniser à la fin. Sa photo avec Zelensky, moi je veux dire, c'est toujours... Ouais, c'est la macronisation du Rassemblement national. Oui, ça me paraît assez évident. Enfin, la réaction hier était typique. Ils n'ont pas osé quand même soutenir Trump, par politiquement correct. Pour que BFM soit à peu près gentil avec eux. Je suis désolé, c'est ça au bout du bout. Moi, vous savez, je pense que ce mouvement, à un moment, il va avoir un problème. Vous avez Bardella qui pousse à fond dans cette direction, ralliement à l'OTAN, à Zelensky, à l'Union européenne, extrêmement discret par rapport à Trump, etc. etc. D'un côté, moi j'ai bien connu Marine Le Pen, je pense qu'il reste un fond de conviction chez elle. Beaucoup plus souverainiste, beaucoup plus patriotique au sens réel du terme. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen soit aujourd'hui très à l'aise avec ce qui se passe dans son parti, pour la connaître un peu. Je pense qu'elle se dit que ça va bien trop loin, alors elle est embourbée dans son procès, etc. Mais je pense qu'à un moment, ça va exploser. Et je pense que ça ne sera pas tenable entre les deux. Ou alors Marine Le Pen acceptera le ralliement total et prouvera qu'elle n'avait strictement aucune conviction. J'ose croire aujourd'hui, j'ose croire un peu encore en tout cas, que c'est pas totalement ça. Mais je pense que ce qu'est en train de faire Bardella, c'est de mettre complètement le RN dans le système. C'est pour ça que je dis l'équivalent du moment Trump en France, c'est pas du tout une victoire d'un Bardella ou quoi que ce soit, ça ne changerait rien. Il y a encore des gens qui veulent y croire, je veux le comprendre, ça ne changerait rien à la politique de la France, en aucune manière, sur aucun sujet. Je pense que le moment Trump, ce serait le Frexit. C'est ça, reprendre le contrôle. Mais ce sera intéressant, on vous fera débattre avec un cadre du Rassemblement national. Ils ont peur. On essaiera. Ils ont interdiction de refuser. C'est vrai en plus, les journalistes me le disent. Merci beaucoup Florent Philippot. Merci d'être venu ce matin. Ils ont obligation de refuser, j'ai dit interdiction. Ils ont obligation de refuser le débat, c'est ce que m'ont dit les journalistes. C'est dommage, on aurait plein de choses à se dire. Mais je suis sûr que là-bas, il reste plein de gens très souverainistes, très mal à l'aise avec ce qui se passe, et qui eux sont pas du tout du côté de Zelensky, de l'OTAN, l'Union européenne, etc. Et qui, ces gens-là qui se réveillent, qui quittent ce parti ou qui créent ce qu'il faut faire à l'intérieur pour que ça explose et que ça aille vers des choses plus sympathiques. L'invitation est envoyée. Totalement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On espère vous voir très bientôt dans Frontières la matinale. Et puis c'était un plaisir d'échanger avec vous.